cinéma n'est pas mort. Ça tourne ou ça tourne pas? C'est la fin du cinéma. Moteur! Allons-y! Moteur! Ça tourne, trop bien. Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, j'ai l'intention de vous parler d'un film. Peut-être qu'il n'est plus sur les écrans, parce qu'il est passé au diagonal qu'une seule fois, mais franchement, quand on l'a vu, on a très envie de le revoir. Et vous pouvez donc l'avoir sur une plateforme quelconque, parce que c'est un grand chef-d'œuvre. Il s'agit d'un film de Max Ophuls, Lettre d'une inconnue. Alors, je vais vous parler donc de Max Ophuls et de cette fameuse Lettre d'une inconnue. Mais tout de suite, on va écouter un peu de musique et le hasard fait bien les choses. J'ai entendu une musique, je suis sûr que vous reconnaîtrez la voix. Vous allez voir, c'est tout à fait charmant. Et cette chanson parle aussi d'un homme qui tombe amoureux d'une inconnue. C'est pas tout à fait le même sujet, bien évidemment, mais voilà, on se l'écoute, on se fait plaisir. Me v'là, c'est moi, Fredo le porteur. Ce que j'en vois défiler des gens du matin au soir dans ma gare. Où ce qu'on dit qu'ils sont si bizarres. Des décidés, des hésitants, des pressés, des qui prennent leur temps. Tandis que moi, je prends leur valise. Et dans tous ceux-là qui s'en vont, on n'en voit jamais un qui se dise le porteur. Peut-être qu'il trouverait ça bon de monter avec nous dans le wagon. Alors, je reste Fredo le porteur. L'autre jour, un taxi s'arrête. Je me précipite, c'était mon tour. J'ouvre la portière, je rentre la tête pour bien voir s'il y avait du lourd. Et puis, là que j'aperçois une fille qui avait tellement de beauté que j'en étais paralysé tout en tremblotant sur mes quilles. Elle me dit avec un sourire, « Tenez porteur, prenez tout ça. » Et moi, comme un mannequin en cire, je la regardais et puis je bougeais pas. J'avais envie de lui dire, madame, depuis qu'il m'est permis de rêver, depuis que je connais le verbe aimer dans le corps, dans le cœur et puis dans l'âme, c'est toujours à vous que j'ai pensé. Sûrement vous étiez l'inconnue, celle qu'on arrange à sa façon, qui refuse rien, qui se met toute nue, et qui a la peau comme une chanson dont chaque refrain dirait « Je t'aime ». Et je suis là devant vos yeux, vos grands yeux bleus, si beaux, si sombres, qui trouvent moyen avec tant d'ombre de rester tellement lumineux, qu'il faut convenir que dans le fond des cieux, la nuit a dû crever son voile pour que ces plus jolies étoiles dégringolent s'installer chez eux. Mais la fille m'a interrompu. Alors l'ami, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas bien? Vous êtes perdu? Je lui ai dit non, en secouant la tête. Bon alors, qu'elle a dit, ça va? Attendez pas, prenez tout ça. Et j'ai empoigné les bagages, les sacs, les cartons à chapeau. Je me suis tout filé sur le dos. Et je suis parti dans son sillage, vers le wagon capitonné, où ce que je l'ai doucement installée, pour qu'elle soit bien pendant le voyage. Quand elle m'a tendu du pognon, sûrement qu'elle n'a pas dû comprendre pourquoi que subitement j'ai dit non et que je me suis dépêché de descendre. De là, je suis parti au bistrot. J'ai bu un coup, 2 coups, 3 coups. J'ai bu jusqu'à temps que je sois sous. Puis j'ai expliqué au poteau les beaux yeux et les cheveux de ma blonde. Quand j'ai eu fini de raconter, si vous avez vu à la ronde, comment qu'ils ont tous rigolé. Moi, j'ai rigolé avec eux. Entre hommes, fallait ça, c'était mieux. Mais ce que ça me faisait mal de rire. Surtout que je pouvais pas leur dire que d'un coup, je me sentais tout vieux. Parce que moi, Fredo le porteur, je venais de faire la plus grande bêtise en ayant porté la valise qui pour toujours emmenait mon cœur. Voilà, bah écoutez, c'est charmant, non? J'espère que ça vous a plu. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. Donc, ben voilà, Radio Clapas s'est permis de nous faire entendre la grande qualité d'interprète de Bourvil. Alors, je disais que c'était en rapport sans être en rapport, oui, parce que bon, là, tout d'un coup, il tombe amoureux d'une inconnue, c'est pas nouveau, il y a plein de poèmes qui ont parlé de ça. Là, c'est un peu différent, mais Lettre d'une inconnue de Max Ophuls, dont je vais vous parler, c'est un film qui, effectivement, c'est aussi une inconnue qui tombe amoureux d'un homme, donc voilà. Alors, bref, Max Ophuls, donc, c'est un réalisateur. J'ai envie de dire, je vais pas vous le présenter, mais quand même vous faire un petit rappel. Sachez que Lettre d'une inconnue, c'est le 2e film qu'il réalise. Nous sommes en 1948.
ça compte énormément parce que quand vous voyez le film, c'est renversant. 1948, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait quand même quelques paquets d'années. Bon, donc c'est un réalisateur. J'avais dû certainement vous parler déjà sur cette même antenne de Madame 2. Madame 2 avec la magnifique Danielle Darieux et Vittorio De Sica et la fameuse réplique, vous en souvenez, dans l'embrasure de la porte quand ils se quittent et qu'elle dit « Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas ». C'est superbe. Ça c'est même une phrase qui a été reprise dans des publicités. Voilà, donc, et surtout dit par Danielle Darieux, c'était formidable. Et c'était un film de 1953 qui était adapté d'une nouvelle de Louise de Villemorin. Et je me souviens très bien que j'avais insisté sur l'aspect musical de l'écriture d'Ophuls et aussi de cette valse entre les deux acteurs, donc Danielle Darieux et Vittorio De Sica, une valse qui occupait l'espace et montrait le temps qui passe avec subtilité et maestria. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors que il y avait, un raccord dans le mouvement, mais en revanche, on voyait qu'ils avaient changé de robe, de coiffure, donc du temps était passé. C'était magnifique. Mais il y avait un autre film aussi qui était aussi exceptionnel et j'ai dû aussi vous en parler sur Radio Clapas, c'est La Ronde. C'était un film tourné en 1950. Max Ophuls venait juste de rentrer en France. D'ailleurs, La Lettre Inconnue, c'est un des derniers films en 48 qu'il ait fait dans sa période américaine. Bon, la période américaine, vous le comprenez pourquoi, parce que Max Ophuls, comme son nom l'indique, est d'origine allemande. Bon, alors, c'était des années où il faisait pas bon être à la fois allemand, juif, enfin bon, bref, voilà, c'est une autre part de l'histoire, mais qui est évidemment qu'on ne peut pas oublier. Alors, je voudrais vous citer, parlant justement de Max Ophuls, quelqu'un qui avait la dent dure quand il était critique de cinéma avant de devenir réalisateur, vous l'avez compris, c'est François Truffaut. Et donc, il cite, alors là, je vais vous le citer parce que ça vaut vraiment et vous allez comprendre, et je crois qu'il avait parfaitement raison, parce qu'il faut reconnaître que Truffaut, qu'on peut discuter en tant que réalisateur, en revanche, il avait un regard peut-être un peu excessif, enfin bon, comme tout le monde, en même temps, quand on a un point de vue, on a un point de vue, mais il savait regarder les films. Alors, je cite, Ophuls dompte l'image, la divise, la multiplie, la contracte ou la dilate selon les nécessités de sa fracassante mise en scène. Tout est dit. C'est tout à fait ça. Donc voilà, le film dont je vais vous parler, il y a aussi cette fracassante mise en scène. Et ici, La Lettre d'une inconnue, c'est un scénario qui a été adapté d'une nouvelle de Stefan Zweig. Et là, ce film prend une force mélodramatique par la réalisation. C'est-à-dire le texte, oui, d'ailleurs il est assez loin du texte, à vrai dire, mais enfin il s'en inspire. La réalisation est très intelligente, c'est soigné, c'est poétique, c'est musical, vous avez des plans séquences, des cadrages, des lumières, tout ça, ça apporte une profondeur à cette très belle histoire d'amour. Parce que ici, c'est un film en noir et blanc, il est utilisé avec précision, il joue de l'ombre, de la lumière, la caméra est fluide, accompagne en particulier Lisa, l'inconnue, si je puis dire, avec une grâce tout à fait émouvante, et tout ça est fait avec une élégance rare. Vous voyez, on est presque en lévitation devant autant de beauté. Et les deux comédiens sont parfaits, en particulier John Fontaine, dans le rôle de Lisa, cette amoureuse, au fond, dont l'amour la dépasse. Et en face, c'est un acteur d'origine française qui incarne le pianiste Stéphane. Il a le recul nécessaire qui convient pour se laisser porter par la fatalité de son destin, un peu comme d'ailleurs Lisa, voilà. Et nous, dans le processus de la narration, on retrouve le style de Max Ophuls avec un tourbillon de tranches de vie qui viennent s'insérer dans un grand flashback. Tout le film est un flashback. Et en effet, le film commence dans la nuit. Vous savez qu'il faut toujours regarder les premières images d'un film, elles vous donnent le ton du film. Le film commence dans la nuit, donc sous la pluie, une image très sombre, et nous sommes à Vienne en 1900. Et cet homme, Stéphane, va se lever tôt. Il y a un homme qui descend d'une diligence, qui monte ses marches pour aller chez lui. Il doit se lever très tôt parce qu'on l'attend pour un duel. On sent bien que c'est un homme qui est lassé parce qu'il dit à son majordome « ça m'est égal d'être tué ». Voilà. Et on comprend que c'est un homme volage. Quand l'un des témoins lui dit, il n'a pas bien choisi, enfin elle ne lui dit pas, il parle entre eux, il n'a pas bien choisi son mari. Donc on peut penser qu'effectivement il a l'habitude de prendre la femme des hommes mariés. Enfin bon, bref.
Il est là, il se lave, la caméra le montre, il se lave le visage, et les plans qui le montrent chez lui sont dans des espaces extrêmement rétrécis, des couloirs étroits, des encadrements de portes ou des portes à peine entrebâillées, et à ce moment-là, alors qu'il est donc dans cet espace plutôt sombre, vient s'interposer une lettre. Le majordome lui amène une lettre d'une inconnue pour lui. Et s'il commence à regarder la lettre, le réalisateur non seulement montre la lettre, mais fait entendre la voix de l'inconnu qui a écrit cette lettre. Quand vous lirez cette lettre, je serai peut-être morte. Écoutons la séquence. By the time you read this letter, I may be dead. I have so much to tell you, and perhaps very little time. Will I ever send it? I don't know. I must find the strength to write now before it's too late. And as I write, it may become clear that what happened to us had its own reason beyond our poor understanding. If this reaches you, you will know how I became yours when you didn't know who I was, or even that I existed. Voilà, vous avez entendu la voix de John Fontaine, donc, qui lit cette lettre qu'elle a envoyée à Stéphane. Eh bien, moi, je trouve que c'est une sacrée bonne idée de Max Ophüls d'avoir utilisé cette voix off, parce que cette parole échappe à la visualisation, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, on ne sait pas encore qui c'est, on entend juste cette voix, on est comme Stéphane. Enfin, Stéphane, il n'entend pas la voix, il lit le texte, évidemment, la lettre. Et donc, c'est une présence absente, ça apporte du trouble, et un trouble invocatoire. Et si nous, spectateurs, nous avons envie d'élucider le mystère, connaître cette aventure, Stéphane aussi. Et le réalisateur, Max Ophüls, va utiliser un va-et-vient, justement, entre flashback et présent. Et si Stéphane est dans l'ombre, tout de suite après, dès qu'on aperçoit en flashback Lisa, bien Lisa, elle est filmée, présentée en pleine lumière, au centre même du cadrage, lumineuse, elle est formidable. Donc ça veut dire que d'emblée, vous voyez, on joue sur cette part sombre et cette part lumineuse, cette femme, la lettre d'une inconnue, c'est un ange, quoi, c'est quelque chose de très lumineux qui a été dans la vie de Stéphane, mais peut-être qu'il est complètement passé à côté. Donc voilà, ça vous voyez, c'est ça, on est dans du cinéma. Quand on va voir un film de Max Ophüls, si on aime le cinéma, on apprend à réaliser un film. Et ce genre de récit où se mêlent des flashbacks, c'est fréquent chez Ophüls. Et cela est lié, alors là je cite Henri Agel qui était un professeur de cinéma, qui a été un des premiers à avoir une chaire de cinéma à la faculté de Montpellier. Nous avons été les premiers à avoir une chaire de cinéma. C'est lui aussi qui préparait au lycée Voltaire à Paris le concours, les étudiants pour le concours pour entrer à la FEMIS. La FEMIS à l'époque, à l'époque c'était l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques, est devenu la FEMIS, formation je sais plus quoi, d'éducation, métier, je ne sais même plus ce que ça veut dire la FEMIS, bon pardon, mais enfin bon, vous l'avez compris, c'est l'école de cinéma, etc., etc. Donc, Henri Agel disait, à propos de ces grands flashbacks qui reviennent en permanence, etc., etc., il disait, c'est lié à la signification métaphysique de ses œuvres. Eh bien, je trouve que c'est parfait, parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension métaphysique à l'intérieur des œuvres de Max Ophüls. Ça accentue le regret de ce qui aurait pu être. Et donc, très vite, dans les décors, on remarque l'escalier, c'est un élément omniprésent dans les films d'Ophüls, et les montées et les descentes des escaliers, évidemment, ont du sens. Il y a aussi un piano, alors ça c'est ce qui différencie le scénario du film de la nouvelle de Zweig. Chez Zweig, le Stéphane était un écrivain, alors là c'est un pianiste, évidemment c'est normal parce que le piano c'est beaucoup plus photogénique. Et donc c'est formidable, parce que Lisa en même temps elle peut l'entendre. Elle peut entendre jouer Stéphane, c'est-à-dire elle peut être attirée par lui aussi, par ce qu'il joue, et elle comprend à travers les notes qu'il joue, son interprétation, qui est cet homme. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que une œuvre, elle dit beaucoup de ce que vous êtes. Et donc c'est un travail pour Ophüls sur le son, notamment de la même façon, comme tous les bons films,
un bon film parle souvent de cinéma. C'est vrai, là vous avez le son qui est off, qui parle d'une certaine façon, et là, plus tard dans le film, Stéphane et dans les flashbacks, Stéphane et Lisa vont faire un voyage tous les deux. Mais là, c'est amusant parce que c'est un faux voyage. Et ils sont au Prater, dans une espèce de lieu comme ça, genre un peu cirque, je ne saurais pas dire exactement ce qu'il en est. Ils montent dans un wagon, et là, c'est une séquence superbe qui explique comment le rêve existe et le bonheur est dans le rêve. Il n'est pas dans la réalité, il est dans le rêve. Et quand c'est fini, ce voyage, parce que là, si vous voulez, ce sont les décors qui tournent autour d'eux. Et on s'aperçoit que c'est un type qui est sur un vélo et qui pédale pour faire avancer les décors qui passent. Ils sont comme dans un train, mais c'est les décors qui passent autour d'eux, comme s'ils voyageaient. Et donc, quand on a fini, on recommence, c'est-à-dire, Stéphane va payer le type pour qu'il continue à pédaler, et vous voyez, et le voyage recommence. Et donc, ce mouvement circulaire est omniprésent. Je vous ai parlé de la ronde, évidemment, du film, c'est-à-dire que c'est le décor qui tourne autour des acteurs, et quelquefois, ce sont les acteurs qui tournent, qui virevoltent dans les décors. Donc voilà, on est toujours dans ce mouvement continu chez Max Ophuls, ronde aussi dans la vie des femmes, des hommes, et même dans la mère de Lisa, parce qu'à un moment, elle découvre sa mère dans un escalier, justement, en train de se faire embrasser par un homme, et sa mère lui dit, bah oui, tu vois, moi aussi, parce qu'elle a perdu son mari, elle dit, moi aussi, je peux me remarier, vous voyez, pour elle aussi, la vie peut recommencer. Donc voilà. Mais voyons aussi, c'est un film qui est sur la vie de Vienne. Là, il y a quelques belles séquences qui sont faites, évidemment, en studio. Mais, par exemple, le jeudi, c'est le jour du tapis. Là aussi, c'est une séquence formidable. On sort tous les tapis, on les frappe comme ça. Et donc, là, il y a la poussière qui s'envole. Bon, voilà, c'est superbe. Et les femmes, on s'aperçoit, sont autorisées. Par exemple, elles ne peuvent pas rentrer dans les bars. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passait. Donc, notamment quand Lisa va accompagner Stéphane, qui va lui, par contre, retrouver, dire 2, 3 petites choses parce qu'il avait un rendez-vous qu'il annule. Enfin bon, je passe sur le détail, c'est pas très important. Eh bien, on voit que Lisa va rester à la porte, sauf à la fin, elle osera rentrer. Elle a beaucoup changé, et quand elle est à la recherche de Stéphane, elle n'hésitera pas à rentrer dans le bistrot. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. On s'aperçoit qu'au fond, le dimanche, qu'est-ce qu'on fait à Vienne? Eh bien, on sort, on se balade dans les rues, il y a des fanfares avec notamment des morceaux, et d'ailleurs, il y en a un qu'on reconnaît très bien parce que c'est une valse. Eh bien, c'est justement la valse. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai cité Madame 2 dans cette valse formidable. C'est la même musique. Et donc, vous voyez, il y a quand même des références à travers l'œuvre de Max Ophuls. Et puis, il y a aussi une marche, ça se termine quand la fanfare s'en va. Ils partent sur la marche hyper emblématique c'est la marche de Radetzky que tout le monde connaît. Tatatam patati pam 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 pam, et tout le monde frappe des mains quand il y a cette fameuse marche. Et c'est cette marche qui clôture le bal du 1er janvier dans tous les bals de Vienne, évidemment. Donc, on est dans quelque chose, c'est même pas cliché, quoi. C'est le fond du fond, voilà. Et puis, on s'aperçoit aussi que les jeunes filles, elles n'ont pas tellement leur mot à dire quand elles veulent se marier. On leur trouve un bon prétendant. Bon. Et donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant dans cette jeune femme, Lisa, qui tombe amoureuse, mais d'un amour absolument incommensurable, c'est que c'est pas une oie blanche. Elle est au fond extrêmement dévergondée. Parce qu'elle ment. Quand le jeune fiancé, enfin qu'on lui propose, lui dit, mais voilà, on pourrait peut-être... elle dit, ah mais non, je ne peux pas, je ne suis pas libre. Bon, c'est pas vrai du tout, mais parce qu'elle préfère être dans son rêve avec Stéphane, etc., etc. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui va s'enfuir. Elle quitte la maison familiale. Elle va travailler dans la mode, entre parenthèses, qui donne des images magnifiques, parce que il y a des costumes, mais somptueux, c'est des toilettes d'une élégance rare, quoi. Voilà. Et elle ose aimer. Elle va même sous les fenêtres de son amoureux. Et il y a même un quiproquo, parce que comme on voit cette femme seule dans la nuit sous une fenêtre, vous avez certaines personnes, certains mecs qui pensent que c'est forcément une péripatéticienne, quoi, vous voyez, donc quiproquo, elle est là, voilà. Donc c'est très compliqué. Et le fait aussi que les décors soient envahis de neige, qu'on soit dans l'hiver, ça apporte évidemment beaucoup de magie, mais aussi une atmosphère très glaciale, et que son amour exceptionnel place au-dessus de toute contrainte. Voilà, tout ça, donc vous voyez, c'est lié
oubliez, c'est du cinéma, c'est-à-dire ce que vous voyez, c'est pas j'appuie sur le bouton et comme dirait l'autre, Fightir à Marius, non, non. Là, tout est pensé, construit. Enfin voilà, c'est pour ça, c'est génial, quoi. Et la séquence où elle revient chez elle, parce qu'elle attend justement Stéphane qui n'est pas encore arrivé, elle rentre chez elle où justement ses parents ont déménagé. C'est magnifique parce que c'est un appartement vide et la caméra fluide passe d'une pièce à l'autre, toutes les pièces sont vides. Ben ça a du sens, c'est son passé qui est vide et elle le quitte. Mais si elle a fui, à un moment, elle doit se cacher parce que Stéphane revient. Et Stéphane revient, mais évidemment, comme c'est un cavaleur, on le sait, il revient avec une femme. Évidemment, elle se cache dans l'ombre. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que Max Ophuls, il a filmé cette arrivée de Stéphane avec cette femme, il monte les escaliers, c'est filmé en plongée. Eh bien, quand beaucoup plus tard, dans un autre flashback, elle va monter aussi ces marches-là avec Stéphane, eh bien là aussi, ce sera filmé de la même façon, en plongée. Elle est au bas de l'escalier, elle monte peut-être avec Stéphane, mais voilà. Donc, on a cette redondance comme ça qui est très intéressante. Et donc, ça en dit long sur ce qui va arriver, quoi, évidemment. Les dialogues entre Lisa aussi et Stéphane montrent combien ils ont besoin l'un de l'autre. Ça parle de l'amour, mais cet amour comme ça qui est d'autant plus fort qu'il est invisible presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Lui, au fond, se confesse un peu. Il dit « Je n'arrive jamais là où je veux aller ». Il dit aussi, puisque c'est un musicien très connu qui fait des concerts partout, c'est plus facile de plaire aux autres plutôt qu'à soi. Et elle peut l'aider, il le sait qu'elle peut l'aider. Il la traite un moment de sorcière. Elle lui dit d'ailleurs, vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Oui, voilà, on finira aussi sur la fin, vous verrez que c'est de très belles idées. Voilà, donc c'est très très bien écrit. En revanche, je sais pas si c'est un rapport direct avec le texte de Stefan Zweig. Si vous voulez, c'est l'esprit. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut adapter d'ailleurs les bouquins. Faut pas faire des images sur une histoire. Il faut faire un film qui part de la même idée. On notera aussi dans ce film, il y en a très peu, donc on va quand même le noter, une touche d'humour. Parce que notamment, ils dansent donc tous les deux, donc ça dure un moment sur une belle musique, voilà, etc. Ils dansent sur la piste, seuls, et alors l'orchestre, on a ras-le-bol. Alors en plus, c'est un orchestre avec que des femmes qui sont musiciennes, et notamment, il y en a une qui dit, et c'est pas faux, elle dit les couples mariés rentrent chez eux. Oui, voilà, donc on pense tout de suite qu'effectivement, ce couple n'est pas forcément légal, voilà. Et il y a la séquence d'intimité. Il y a une très très belle séquence quand même qui vaut toutes les intimités qu'on peut imaginer. À un moment, il va, juste après d'ailleurs cette séquence de bal, il va se mettre au piano, il joue, et elle, qui l'avait déjà entendu quand elle était jeune, là elle a un peu vieilli, et donc, vieilli, elle est toujours très jeune, mais je veux dire par rapport à 17 ans, elle est devenue une femme, quoi, on va dire. Elle vient s'asseoir à ses pieds, et là, elle se met à genoux, et c'est d'une grande beauté picturale, par l'utilisation de l'image et le mouvement, c'est-à-dire la caméra la suit, c'est très fluide, elle vient se couler, si je puis dire, s'asseoir à ses pieds, et tout ça les enveloppe formidablement bien, avec toujours son visage extrêmement lumineux, et c'est une séquence qui se termine par un fondu au noir. Un fondu au noir, ça veut dire que l'image tout d'un coup se noircit progressivement. Bon ben voilà, on a tout compris, tout ce qui va se passer, qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui on sera obligé de montrer, est dans ce fondu au noir, évidemment. Donc c'est vous qui allez faire l'image, si je puis dire, et le son. Et là, encore séquence qui sera doublée. Stéphane, à la gare, je voudrais reparler d'une autre séquence, je parlais de la ronde et des choses qui se répètent. Il y a une séquence, évidemment, après cette fameuse séquence de fondu au noir, il doit partir, et donc il lui a dit, et donc il lui dit « Venez me voir à la gare ». Elle vient. Et donc c'est une séquence qui se passe justement à la gare, et il lui dit « Je pars 2 semaines, je reviens dans 2 semaines ». Et c'est une phrase qui va être redite plus tard par Lisa, qui aura eu un fils, qui s'appellera, vous pouvez l'imaginer, Stéphane, et qui va redire, parce qu'il part en colonie de vacances, il lui redit « Je reviendrai dans 2 semaines ». Et là, il y a un plan superbe sur John Fontaine, sur Lisa. Évidemment, les phrases lui reviennent parce que quand Stéphane, l'homme qu'elle aime, lui avait dit « je reviens dans 2 semaines », il n'est jamais revenu. En tout cas, il lui plus jamais refait signe. Et là, eh bien, dans ce film,
l'enfant part et il aura le typhus, et en effet, il ne reviendra pas non plus. Voilà. Et donc Lisa écrit dans sa lettre, quand elle raconte ça, puisqu'il s'agit donc de la lettre qu'elle a envoyée à Stéphane, elle dit « J'étais certaine que ce train vous faisait sortir de ma vie. » Voilà. Et donc, tout ça, évidemment, est d'une cohérence formidable. C'est la fin d'un chapitre, et c'est d'une façon très elliptique. On apprend donc la naissance du petit Stéphane et de la nouvelle vie de Lisa. Et c'est autour d'un grand escalier de l'opéra que la rencontre va se refaire, c'est-à-dire que des années ont passé, elle a donc ce fils, elle s'est remariée, et donc dans un décor extrêmement baroque, je crois que le mot baroque est lié évidemment à Max Ophuls, qui souligne la vie ou le repos d'ailleurs et le mouvement qui se répondent dans ce lieu, ce grand opéra, ce grand escalier où se sont croisés. Alors ça commence avec il y a beaucoup de gens qui vont, qui viennent et voilà, et c'est presque chorégraphique, hein, beaucoup de mouvements. Et puis elle va dans sa loge, et là et quand elle va quitter sa loge parce qu'elle a découvert que dans une autre loge plus loin, il y a Stéphane, évidemment elle se sent pas très très bien, donc elle sort de la loge, elle quitte son mari, et elle va descendre ce fameux escalier qu'on vient de voir rempli, mais là elle est seule, elle est filmée en plongée, elle descend l'escalier, elle est dans la lumière encore dans cet opéra. En revanche, elle sort dans la rue qui est extrêmement sombre et c'est toujours filmé en plongée, écrasée complètement par cette rencontre qu'elle aurait préféré éviter. Et donc la séquence qui précède la recherche de Stéphane, il y a une séquence avec le mari qui là aussi est remarquable parce que ça annonce la fin. C'est-à-dire que le mari, ça commence dans la diligence, qui lui dit l'honneur, la bienséance, cela existe parce qu'il est au courant évidemment de toute son histoire, de tout son passé, mais elle ne croit qu'à son amour. Et je sais qu'il a besoin de moi et comme moi de lui, dit-elle. Alors c'est une attitude évidemment que le mari définit d'absurdité romantique. Et quand il sort de les diligences, la discussion continue, beaucoup plus forte, plus âpre. Et il lui dit, alors qu'ils sont chez eux tous les deux, je ferai tout pour l'empêcher. Et parce qu'il sent très bien qu'elle va repartir avec lui. Et là, c'est d'autant plus intéressant que bon, il est ferme, mais c'est surtout que tout est possible et on comprend tout parce qu'il lui dit ça devant un mur sur lequel il n'y a que c'est un mur qui est bardé d'armes. Il y a des épées, il y a des revolvers, il y a tout ce que vous voulez. Donc on pense qu'effectivement, et ça annonce évidemment le duel de la fin. Donc la rencontre ultime entre Lisa et Stéphane, c'est un fiasco. Il ne se souvient de rien. Elle lui amène même des fleurs, je veux dire, même par le regard, par la voix, par le son, par l'image. Il ne se souvient de rien. Il y en a qu'un qui se souvient d'elle et comment, c'est le majordome. Il est muet. Ça aussi, c'est intéressant quand je vous dis que c'est un film qui parle de cinéma. Il ne parle pas, mais il a l'œil. Il a reconnu cette jeune femme. Et il la nomme, non pas par les mots, puisqu'il n'en a pas, mais par les écrits. Lui aussi, il envoie d'une certaine façon une lettre, en tout cas un mot, à Stéphane, et il met sur le papier Lisa. Donc écoutez, voir, c'est ce que Stéphane n'aura jamais su faire. Et il ne peut que voir des images de son passé, il est passé complètement à côté de sa vie. Lire, Lisa écrira, je cite, « Tout aurait pu vous appartenir, ce que vous n'avez jamais perdu ». Et le film se clôture sur le convoi qui emmène Stéphane à son duel, à sa mort, convoi funèbre évidemment. Et donc avec ce film, nous avons non seulement une histoire d'amour forte, mais un aperçu du regard de Max Ophuls, le réalisateur, sur une femme. Parce que il faut savoir que Max Ophuls, nous sommes en 48, il a toujours fait de très très beaux portraits de très belles amoureuses, que ce soit Madame II ou Lola Montes, elles sont toujours filmées dans des déambulations, des vertiges où le réel et l'imaginaire se confondent et où le film devient matière sonore et visuelle. Donc je le répète, quand on aime le cinéma, il faut voir un film de Max Ophuls. Je veux dire, tout d'un coup, ça vous ouvre des horizons. Et donc, ce film d'ailleurs vient de ressortir en 2022. Il a été restauré en 4K. Donc je ne saurais que trop vous encourager à aller voir ce film, à le découvrir ou à le revoir. On n'en finira pas de le revoir. On va écouter tout de suite la bande-annonce. By the time you read this letter, I may be dead.
seen you somewhere. Who are you? You are happy? Why shouldn't I be? If you do this, you can never turn back. Promise me you won't vanish. I promise. Did I guess right? Is it your flower? From now on, it will. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est un film que je vous recommande, qui doit faire partie de votre cinémathèque personnelle. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'un film assez formidable que je vous recommande aussi, mais alors là, on est dans un autre registre. Il s'agit de E.O. de Skolimowski. C'est un film qui a eu le prix du jury. Oui, il faut quand même que je vous prévienne, c'est un film grandiose. Oui, grandiose, mais assez éprouvant. Mais là encore, on est dans du cinéma, vraiment le 7e art. C'est magnifique, c'est le bonheur absolu. Et bien sur ces paroles musclées révolutionnaires, à la semaine prochaine.